Moi, j'ai une question pour le premier exposé. Denis Bresse. J'ai d'abord une précision. Quelles sont les variables aléatoires qui sont simulées en champ? La résistance, ou la déformation, ou le module, ou plusieurs? C'était la résistance à la traction qui est modélisée en champ aléatoire et puis le centre, la résistance et le module Young. Alors, donc j'ai un commentaire à faire sur la simulation. Il se trouve qu'il y a très longtemps, j'ai travaillé sur des choses un peu voisines. L'éprouvette est hétérogène et donc les modules, il me semble que si on modélise des champs aléatoires, il est intéressant de modéliser directement aussi le module. Et alors, ça pose un problème particulier. Le modèle de Mazar est écrit en epsilon. Tant qu'on est, on va dire, en déterministe, justement, comme vous venez de le dire, que je prenne un seuil en epsilon ou en résistance, c'est pareil, puisque c'est directement lié par le module. Mais si je considère que le module est aléatoire, alors la manière dont on écrit le modèle conditionne complètement le résultat. Je m'explique. Dans le système 2D ou 3D, élément fini, les endroits les plus raides vont avoir tendance à concentrer les contraintes. Donc les contraintes vont être plus fortes et les déformations plus faibles. Et à l'inverse, là où c'est plus souple, on aura plus de déformations, moins de contraintes. Et à ce moment-là, écrire le seuil en epsilon ou en sigma change complètement la manière dont on va initialiser les premiers endommagements. Donc je pense que pour avoir quelque chose de pleinement cohérent, quand on rentre dans un schéma de matériaux hétérogènes comme ça, il me semble important de commencer par le module et ça pose question, j'ai pas de réponse. Hein. Est-ce qu'il faut penser seuil réécrire dans la loi de Mazar le seuil en énergie qui mélange contrainte et déformation, ou en contrainte ou en déformation? En tout cas, on va avoir des résultats qui risquent d'être différents. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis. Mais pour nous, c'est une idée aussi de modéliser un champ aléatoire sur le module Young, à la fois sur le module Young et sur la résistance à la traction pour voir l'effet. Donc, on veut faire un modèle avec des champs aléatoires log-normaux et non pas gaussiens aussi, sur les deux à la fois pour voir l'effet sur la sortie. Mohamed El Achachi, une question pour la dernière intervenante. Merci pour cet exposé très riche et très dynamique. J'ai une question sur le passage, lorsque vous utilisez les composantes principales, ouais. Je pense que le nombre de variables que vous gardez conditionne vos résultats. Et ma question est, quels sont les critères que vous utilisez pour décider, je ne sais pas, par rapport à l'exemple, vous avez dit que vous êtes passé de 41 à 11. Ouais, bah non, ouais. Normalement, à la base, on fixe une erreur limite à ne pas dépasser sur le nombre, parce que le nombre de composantes principales qu'on prend, on prend par exemple, on a 41 composantes, on prend les 11 premières qui nous garantissent une précision de 90,9% par exemple. Donc, sur la variance de... Bah, oui, sur la matrice d'autocovariance qu'on utilise à la base. Donc la matrice réponse qui est basée par exemple sur 100 échantillons. Ah non, d'accord. Donc le critère, ce n'est pas nécessairement la variance. Non, parce que ce sont pas le fait que... Alors, vous pouvez vous retrouver avec 11 variables qui n'expliquent que 50% de la variance. Mais vous, votre critère, c'est la distance entre les deux, vos résultats et la surface de réponse. C'est ça, le critère qui vous... En fait, qu'est-ce qui vous guide? Bah juste, ça, on le fait avant de construire la surface de réponse, de toute façon. On fait l'analyse en composantes principales avant de construire le métamodèle. Donc, ce sont les composantes principales de la fonction d'autocovariance de notre matrice de réponse. Youssa Ouest de l'ISA. Question aussi pour Madame Lara Rauchard. C'est parce que en fait, vous affranchissez, enfin, votre méthode que vous proposez n'est pas basée sur le taux de franchissement. Donc, vous créez votre métamodèle, vous faites du Monte Carlo dedans. Oui, et après, on crée le métamodèle, après on applique Monte Carlo classique là-dessus, enfin sur le métamodèle. Et le Carin Love, c'est pour faire quoi?
C'est pour la discrétisation du processus à la base. C'est pour construire notre matrice entrée, matrice sortie, et pour construire le métamodèle. Ce sont vraiment la discrétisation du processus d'entrée, pas le processus réponse. Donc, Moi, je vois. Merci. Et Julien Barotte, j'aurais une question pour Christophe. J'ai trouvé intéressant cette présentation. Je découvre cette loi qui permet d'estimer la vitesse en fonction d'un coefficient n et un coefficient nc qui sont fités, quoi. Il y a une procédure normalisée pour ça. Et comment est-ce que ces coefficients ils dépendent du matériau? Est-ce qu'il y a une étude de sensibilité faite sur ces coefficients parce que c'est quand même une puissance, donc c'est très sensible? Voilà. Donc en fait, la question porte sur le modèle de Taylor, donc qui lie la vitesse de coupe à la durée de vie de l'outil. Et c'est une loi qui est fitée sur base d'essais expérimentaux qui sont normalisés pour des couples outils-matière qui sont définis à la base, quoi, en fait. Donc c'est une simple régression sur des points d'éprouvettes, enfin pas d'éprouvettes ici, mais d'essais en usinage qui sont réalisés. C'est juste des abacs et il n'y a aucune relation qui est faite avec les caractéristiques du matériau Alors, le modèle que j'ai présenté ici, c'est la loi de Taylor dans sa version la plus simple. Donc il y a des versions plus complètes de la loi de Taylor qui font intervenir d'autres paramètres de coupe, mais à ma connaissance, pas directement les propriétés intrinsèques du matériau. Donc ce sont justement les paramètres N et C qui vont permettre un petit peu d'ajuster le modèle en fonction des propriétés du matériau, en fait. Si je peux garder la parole, je repose une question, mais à Philippe à côté, concernant l'étude de sensibilité et donc l'intérêt pour l'industriel derrière de peut-être ajuster eh bien, les caractéristiques de son produit. Et il y avait plusieurs paramètres qui étaient pris en compte dans l'étude de sensibilité. Et donc, j'ai pas compris à la fin qu'est-ce qu'il en ressortait finalement pour l'industriel, sur quels paramètres il pourrait jouer. Parce qu'on a vu que c'est difficile à caractériser. Alors on n'en était pas encore à l'industriel. Hein. J'étais juste avec mon collègue du labo d'à côté qui, à terme, envisageait de peut-être présenter les choses. C'est un travail exploratoire pour voir est-ce qu'on peut travailler ensemble, est-ce que mes outils peuvent lui apporter des informations. Donc à terme, c'est ce qui serait visé, c'est de dire à l'industriel, attention, surveillez par exemple, je sais pas, tel ou tel paramètre, parce que ça a une conséquence financière, je dirais, sur la qualité de votre produit. Mais je répète, c'est un travail exploratoire pour voir si je pouvais lui apporter des éléments de réponse à des questions. Voilà, en fait, j'aurais juste un petit complément de réponse par rapport à la réponse de Lara. Donc, pour Mohamed, c'est effectivement un calcul sur la variance, en fait. Donc, comme a dit Lara à l'amont, donc on va avoir une matrice qui va contenir donc des informations par rapport à la réponse. Donc, on a ici un vecteur réponse en fait, comme on a plusieurs variables instantanées qui correspondent donc aux valeurs instantanées de la fonction de réponse. Et donc, on va choisir les valeurs propres qui vont contenir, par exemple, 90% de l'information, mais ça se fait mathématiquement, c'est un calcul d'erreur par rapport à la variance. Donc ça c'est la première précision. Et deuxième, donc aussi précision par rapport à la question de Younes. Donc effectivement, en fait, comme Lara l'a expliqué, l'objectif de la présentation, c'était de montrer donc l'efficacité de la méthode pour des processus non gaussiens non stationnaires. Et on fait en fait du kernel love, mais appliqué, en fait, on utilise kernel love, mais pour générer donc des processus non gaussiens non stationnaires pour les variables d'entrée. Ici, c'était le cas du chargement, en fait. Donc la charge ponctuelle, c'est ça. Voilà, la charge ponctuelle qui s'applique. Et c'est pour cela donc que je trouve que nos deux travaux sont complémentaires en fait. Parce que tout à l'heure tu nous as présenté par rapport à des chargements qui sont gaussiens, mais par rapport à un contexte plus intéressant qui est celui de la fatigue. Et donc je pense que nos travaux sont complémentaires. Voilà. Moi j'avais une question, si je peux me permettre, à Philippe. En fait, bon, je pense que les défenseurs des animaux, là, ils vont être satisfaits, hein, quand on voit tout ce qu'on dépense comme énergie intellectuelle pour s'intéresser aux croquettes de chat.
Alors, la question bateau que je voulais poser, c'est normalement, les testeurs te disent que c'était les testeurs qui définissaient la texture, etc. Alors pour les croquettes Pas de pour chat... les croquettes pour chat. C'était une introduction générale sur les problèmes de mesure de texture, enfin de propriété de texture. Alors, plus sérieusement, j'avais aussi une question, mais là c'était pour Maria. Concernant la modélisation du tyran, qu'est-ce que vous avez utilisé comme loi pour l'élément d'interface? Il y a de l'aléa dans l'élément d'interface ou il est déterministe? Oui, c'est aussi le comportement de Mazar. C'était aussi le comportement de Mazar, mais pour le moment, j'ai fait une résistance qui est plus grande dans la gaine. Mais il y a des autres études qui sont faites aussi sur ce type de tyran dans le labo. Et avec les autres études, ils ont pris dans la gaine des comportements Drucker-Prager et ça satisfait plus que Mazar. J'ai une petite question à propos de l'outil de coupe. Là, j'ai pas compris, peut-être vous l'avez dit, mais pourquoi il y avait ce saut à un moment donné de ce changement de comportement en quelque sorte? Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a les trois zones effectivement au niveau de l'usure en dépouille. Donc il y a l'amorce, l'usure stationnaire, et puis il y a cette accélération soudaine au niveau de l'usure en dépouille. Et vu le pas de temps qu'on avait pris pour la mesure de l'usure, donc en fait c'était du tournage sur un cylindre de fonte graphite lamellaire, et chaque passe durait 1 minute. Et puis on mettait l'outil au début et on recommençait. Et donc on mesurait l'usure après chaque minute. Et donc, il y a peut-être un effet dû à la discrétisation temporelle de la mesure, mais toujours est-il que, physiquement, même mécaniquement, je veux dire, l'outil, il arrive à un stade où il est tellement usé qu'ensuite, si on continue à user avec, on va complètement endommager l'outil, et la pièce qui est en train d'être usinée sera au rebut parce qu'elle ne répondra plus aux critères de qualité. Et donc, c'est ce point-là qu'il est important de détecter, en fait, d'anticiper. Parce qu'on peut remarquer que dès qu'on a commencé la zone 3, on a une accélération brutale de l'usure, et donc on s'attend à vite franchir le seuil normalisé à 0,3 mm en fait.